Bien, tout d'abord, je voudrais évidemment vous remercier, Denis Kessler, pour cette invitation qui m'honore. C'est un plaisir d'être ici. C'est aussi très intéressant pour moi d'être avec un public que je n'ai pas l'habitude de fréquenter et qui pourtant aurait un rôle majeur à jouer au cœur du problème si effectivement une de ces catastrophes que l'on redoute était amenée à se développer. Donc je vais vous parler à peu près 45 minutes. Des aspects vont être un peu, vous donner un peu le panorama, hein, l'idée de que sont ces maladies émergentes, comment elles apparaissent, comment elles se propagent par la suite, un peu un état des lieux sur comment est-ce qu'on les suit et comment on se prépare à la pandémie redoutable qui pourrait arriver et qui heureusement ne s'est toujours pas produite. Encore que, et ça va être le propos de mon début de mon exposé, l'histoire nous montre qu'il y a eu quand même déjà dans les 2000 dernières années 2 pandémies majeures, et je vous en dirai quelques mots. Quelques définitions, je vous rassure, c'est la seule diapo un peu ingrate de cette présentation, mais qui vise à vous donner des éléments de vocabulaire qu'on peut partager ensemble. Un agent infectieux, c'est un agent biologique responsable d'une maladie infectieuse, donc qui est transmissible. Le plus souvent, c'est un micro-organisme. On parle de virus, on parle de bactéries, de parasites et de champignons. Puis il y en a un autre qui est le prion, qui est une protéine, donc qui n'est pas typiquement un micro-organisme, mais qui a cette capacité à se transmettre, qui a été responsable de la maladie de la vache folle et qui donc a fait irruption dans le domaine de la santé de façon très spectaculaire en pathologie humaine en 1995 et 10 ans plus tôt chez les bovins. Et puis, 2 définitions sur épidémie et pandémie. Épidémie, c'est un nombre anormalement élevé de cas pour une maladie. Donc on sait par exemple le nombre de cas de salmonelle qu'il y a en France pour un certain type de salmonelle. C'est très bien suivi par nos centres nationaux de référence. Et puis tous les étés, il y a un pic, comme on peut avoir un pic de grippe en hiver. Et là, à partir d'un certain seuil, on dit on est en phase épidémique. Donc c'est un nombre anormalement élevé de cette maladie. Mais si on parlait d'une maladie comme le SRAS, par exemple, qui aujourd'hui est censé avoir disparu en population humaine, si on avait un nouveau cas de SRAS en Chine, parce que c'est là où on craindrait de le voir revenir, à ce moment-là, on commencerait déjà à parler d'une épidémie débutante, parce qu'il est anormal de voir un cas de SRAS en population humaine, puisque la maladie a été heureusement contrôlée en 2003 à la suite de la première pandémie de SRAS. Une pandémie, c'est une épidémie qui touche plus d'un continent. Bon, après, il ne faut pas prendre cette définition à la lettre, mais c'est la différence qu'on fait entre épidémie et pandémie. Dès qu'on déborde d'un continent, on commence à parler de pandémie. Maintenant, vous verrez qu'il y a beaucoup d'abus de langage. C'est juste que vous sachiez quand même quelle est l'utilisation qui devrait l'être de ces termes. Alors juste 2 rappels historiques quand même sur 2 très grandes pandémies de la période post-Jésus-Christ, j'ai envie de dire. La première, c'est la peste noire, qui a frappé au milieu du XIVe siècle l'Europe. Tout a commencé en Crimée, avec les Mongols qui se battaient sur un port génois à Kaffa. Et soi-disant d'ailleurs, ils auraient catapulté les cadavres des soldats mongols qui étaient morts de la peste à l'intérieur de Kaffa. En fait, plus vraisemblablement, ce sont les rats qui ont transité, puisque cette peste noire, elle est due à un bacille, le bacille de la peste, qui, lui, vit chez ces rats et qui peut être transmis à l'homme via des puces. Et à partir de cette contamination à Kaffa en 1347-48, je ne saurais plus très bien, à ce moment-là, le bacille a voyagé avec ses rats et ses puces dans les navires génois et est arrivé progressivement dans tous les ports de la Méditerranée, sud de la Méditerranée. Et comme la carte sur la gauche vous le montre, vous avez une progression après qui s'est faite en 3-4 ans vers le nord. Cette progression s'est accompagnée d'un nombre de décès considérable. On n'a pas de statistiques très fiables vu les données disponibles de l'époque, mais on va jusqu'à dire que 30, peut-être 50% de la population des villes est morte pendant le passage de la peste noire, qui donc a vraiment traumatisé les populations et est resté dans les écrits, dans les peintures, et on en a gardé une trace. Et puis l'histoire, juste pour compléter un petit peu, c'est lors de la 3e pandémie, fin du 19e siècle, à Hong Kong, Alexandre Yersin, qui était d'ailleurs un disciple de Pasteur et qui était parti au Vietnam, où il a d'ailleurs fondé un institut Pasteur, il était présent à Hong Kong et il a été le premier à isoler lors de la 3e pandémie le bacille de la peste, alors qu'il était en compétition avec des collègues japonais, eux soutenus par les Anglais. Donc vous voyez que ces rivalités sont ancestrales. Et Alexandre Yersin a donc mis en évidence le bacille qui est responsable de cette pandémie. La grippe espagnole est le 2e événement vraiment marquant.
Là, on est en 1918-1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. On ne sait pas très bien d'où elle est partie, d'ailleurs. Il y a certains soupçonnent qu'elle est partie de Chine, d'autres du sud des États-Unis. Vous voyez que dans les statistiques de mortalité hebdomadaire sur des villes comme New York, Berlin, Paris et Londres, l'impact de la grippe espagnole a été majeur. Et on estime que 25 à 40 millions de personnes sont mortes pendant cette période de 2 ans, absolument considérable, avec une pandémie qui a touché l'ensemble de la planète. On parlait tout à l'heure du réchauffement et des permafrost et de l'émergence de virus. C'est en Alaska d'ailleurs qu'on a retrouvé les traces du virus aviaire que vous voyez sur cette microscopie électronique, avec la fonte et des corps de personnes qui étaient mortes en 1919 de la grippe espagnole et sur lesquels on a pu retrouver le virus d'origine, ce qu'on n'avait jamais pu voir auparavant. Les autres avaient toujours été reconstitués. Donc c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur cette photo de microscopie électronique. Alors maintenant, que sont finalement ces maladies émergentes ? Je verrai, à partir d'une catégorisation qui avait été faite par le Institute of Medicine aux États-Unis en 1992, 3 catégories. La première vraie émergence, et c'est celle qui nous concerne le plus aujourd'hui, est une infection qui va passer de l'animal à l'homme. Les animaux sont des réservoirs à virus, le plus souvent on parlera de virus, et de temps en temps, certains de ces virus vont franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèce, s'adapter à l'homme et éventuellement pouvoir se transmettre d'homme à homme, et à ce moment-là, le potentiel pandémique existe. Les exemples les plus récents sont le sida au milieu du XXe siècle, le SRAS qui a été le modèle de pandémie au début du XXIe siècle, puis Ebola que vous avez vu récemment, où là encore, c'est du passage de virus à l'homme et après une pandémie mondiale qui se développe. La deuxième catégorie, ce sont des pathogènes existants mais qui mutent et qui, de fait, peuvent échapper aux protections immunitaires existantes, puisque ayant muté, ils ne sont plus susceptibles d'être neutralisés par des anticorps ou d'autres mécanismes de réponse immunitaire. L'exemple le plus typique, c'est la grippe. Vous savez que donc, les virus de la grippe circulent aussi bien dans la faune aviaire que chez les porcins et éventuellement chez l'homme. Là, il y a des possibilités de réassortiment de gènes qui peuvent se faire. Et quand un nouveau virus de la grippe apparaît, les personnes n'ayant pas d'immunité contre ce nouveau virus, notamment si c'est des protéines de surface qu'on appelle les hémagglutinines qui sont concernées, à ce moment-là, une pandémie grippale peut démarrer. Et à chaque fois qu'un vrai nouveau virus de la grippe est généré par ces mécanismes de réassortiment, un tiers de la population mondiale est touchée. Il y en a eu 3 grandes au XXe siècle, celle de la grippe espagnole que j'ai déjà citée. Il y a eu ensuite celle qui a eu lieu en 57-58, et puis il y a eu 69-70. Et sur ces 3 grandes pandémies, un tiers de la population mondiale a été touchée. La plus récente au XXIe siècle, c'est 2009. Mais là, coup de chance, on avait un virus très peu virulent, très peu agressif pour les organismes. En revanche, il s'est très bien transmis. Un tiers de la population mondiale a été touchée en 2009 par ce virus dont vous avez tous entendu parler et qui a causé quelques controverses à propos des mesures qui avaient été prises en protection, en prévention, notamment le vaccin. Il y a aussi un autre sujet assez important aujourd'hui, qui est celui de l'émergence de résistance aux antibiotiques. Vous avez dû en entendre parler. La semaine dernière, aux Nations Unies, le sujet a été porté à l'attention des congressistes, sachant que c'est la 4e fois qu'une maladie arrive au siège des Nations Unies en séance plénière, et que là, on a effectivement de vraies craintes par rapport à des bactéries qui, ayant acquis des résistances aux antibiotiques, ne pourraient plus être traitées. Alors, 2 mots là-dessus. Le plus souvent, ces bactéries multirésistantes sont un danger pour les personnes qui sont fragilisées. C'est les personnes en réanimation, c'est celles qui suivent des chimiothérapies. Donc, pour l'ensemble d'entre nous, heureusement, ces bactéries représentent un risque limité, sauf si, par malheur, vous vous retrouviez dans ces situations de soins intensifs ou de chimiothérapie. Il y a néanmoins probablement 2 bactéries qui sont en train de pointer avec des niveaux de résistance élevés et qu'on pourrait être amené à ne plus pouvoir traiter facilement pour des infections extrêmement communes, et là, dans l'ensemble de la population. C'est les fameux Escherichia coli résistants des infections urinaires pour les femmes. Et là, je pense qu'à une échelle de 20 ans, on va se retrouver avec une vraie difficulté pour les traiter. Et pour les hommes, c'est des gonorrhées qui sont résistantes et qui sont devenues multirésistantes, qui peuvent toucher hommes et femmes, mais plus typiquement les hommes. Et là aussi, on va se retrouver dans des situations où on n'a plus d'antibiotiques pour les traiter. Enfin, les infections ayant maintenant récemment gagné de nouvelles zones géographiques,
Là, je vous cite la fièvre du Nil occidental, le West Nile, qui est arrivé en 99 aux États-Unis, si vous vous souvenez bien. C'était un virus qu'on connaissait très bien dans les pays méditerranéens et qui s'est retrouvé à Central Park un été en 99. Les corbeaux sont tombés comme des mouches, les insectes vecteurs étaient là. Et il a balayé en 4 ans les États-Unis, d'est en ouest. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de victimes. C'est quand même pas anodin du tout. Le fameux chikungunya, qui lui existait dans l'est de l'Afrique ou en Inde et qui s'est retrouvé à La Réunion en 2005. Un tiers de la population de La Réunion a été touchée, avec, vous savez, ces formes invalidantes de douleurs rhumatismales. Et puis le fameux virus Zika, qui, lui, vient du fin fond de l'Afrique centrale et qui, via des vecteurs, des moustiques Aedes aegypti notamment, qui, eux, ont colonisé les zones urbaines. Ce sont les cousins du Aedes africanus des forêts. Maintenant, arrivé dans les zones urbaines et devenu anthropophile, capable de véhiculer un nombre très important de virus, comme le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune, et plus récemment le virus Zika, qui est en train maintenant de faire le tour du monde. Alors, sur une carte comme celle-ci, vous n'y voyez rien, et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire que quand on parle de maladies émergentes et réémergentes, sur des maladies connues, mais qui se redeviennent épidémiques, sur une dizaine d'années, vous en trouvez à peu près partout dans le monde. Donc un phénomène extrêmement courant. Et maintenant, si je voulais faire un petit peu le tri dans toutes ces émergences et réémergences, je dirais que sur les 40, 50 dernières années, on a eu une crise majeure tous les 5 ans et que je ne pourrais pas dire que ça s'accélère parce qu'on a trop peu de recul, mais ça n'est certainement pas en décélération. Et notamment les toutes dernières années avec Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2015 et Zika en 2015 sont des années où on est quand même la barque est pleine. Et là encore, si vous voyez toute cette liste, il s'agit le plus souvent d'un virus et un virus d'origine animale, et je vous en dirai quelques mots de plus. Alors d'où viennent ces fameuses maladies émergentes et ces virus? Vous avez ici un croquis très simple et finalement illustre assez bien la situation. Les virus vivent dans ce qu'on appelle des réservoirs animaux. Ce sont des chauves-souris, des oiseaux migrateurs, peut-être des rats, des animaux qui ne vivent pas nécessairement au contact immédiat de l'homme et qui se sont parfaitement adaptés à la présence de ces virus. C'est-à-dire que ces animaux ne vont pas présenter de symptômes ou avoir très peu de symptômes quand ils seront infectés. Ils vont vivre en bonne harmonie avec ces virus. Quand vous ferez une enquête dans l'espèce précise, mais c'est toujours, quand on dit chauve-souris, c'est en fait une espèce de chauve-souris et vous allez très loin dans la spécification qui va être concernée. Vous pouvez trouver jusqu'à un tiers des chauves-souris infectées. Elles vivent très bien avec. Et tout ça ne poserait pas de problème si un jour ces virus ne se retrouvaient pas chez l'homme. Comment est-ce qu'ils arrivent chez l'homme? Le plus souvent par un hôte qu'on appelle intermédiaire ou amplificateur, qui lui sera un animal qui vivra plus au contact de l'homme, qui n'est pas habitué à ce virus, qui dès lors, quand il sera contaminé par le réservoir, lui, cet animal va présenter des symptômes, va développer une vraie maladie, éventuellement avoir des concentrations virales très élevées dans les fluides biologiques, le sang notamment, parce qu'il n'a pas de réponse immunitaire adaptée par rapport à ce nouveau virus. Et comme il vit au contact de l'homme, il y a un risque de transmission. Je prends l'exemple d'Ebola. On pense aujourd'hui que le réservoir est effectivement la chauve-souris pour Ebola, que l'hôte intermédiaire le plus typique pour Ebola, ce sont les grands primates. Et d'ailleurs, en Afrique centrale, avant chaque épidémie d'Ebola, on retrouve une épidémie chez les grands primates. Les grands primates qui sont touchés par Ebola, eux, sont malades. Ils sont fatigués, et pour les chasseurs de primates, ils sont des proies plus faciles, ou alors ils sont retrouvés morts au sol, et les chasseurs de primates les prennent. C'est là qu'ils se contaminent eux-mêmes, en découpant la viande, et après, ces chasseurs de primates vont ramener la maladie dans leur village. Donc ce scénario-là, vous pouvez le décliner pour la grippe avec les oiseaux migrateurs comme réservoir et comme hôte intermédiaire, les poules ou les porcins. Vous savez d'ailleurs que la grippe aviaire est d'abord ce qu'on appelle une épizootie, une maladie des volailles qui a un coût économique considérable. Et puis occasionnellement, un virus de la grippe aviaire, via les poules, va se retrouver au contact de l'homme et éventuellement infecter l'homme. Là, le virus peut réussir le passage de l'animal à l'homme, il n'est pas nécessairement capable de se transmettre d'homme à homme. Donc tout se joue sur, une fois que le franchissement de la barrière d'espèce a eu lieu, est-ce que le virus est capable de s'adapter et finalement après se propager chez l'homme. Pour la grippe aviaire, ça n'est heureusement quasiment jamais arrivé, à savoir qu'il y a eu à peu près 700 cas depuis maintenant presque 15 ans qu'on suit ce virus, de transmission de la poule à l'homme. Chez l'homme, la mortalité est forte, 50% des gens touchés par la grippe aviaire meurent, mais heureusement pas de transmission interhumaine. Donc un virus de la grippe extrêmement virulent, mais pas adapté à la transmission interhumaine. On pourrait décliner ce scénario sur plusieurs autres maladies. Si je prends le SRAS par exemple, vous vous rappelez les syndromes respiratoires aigus sévères du sud-est de la Chine en 2003.
Le réservoir, c'est encore la chauve-souris. L'hôte intermédiaire, c'est ces civettes, ces petits carnivores qui étaient consommés dans les restaurants de nourriture exotique de Canton et qui, quand ils étaient dans les cages vivants à l'entrée des restaurants, et c'est là où les clients les choisissaient, se débattaient quand on les prenait pour les emmener à la casserole, et là, infectaient par voie respiratoire le cuisinier, le client, le serveur. Et c'est ainsi que ce virus est passé donc, de l'animal à l'homme. Et on pourrait décliner beaucoup d'exemples de ce type-là. Donc on a des virus qui vivent chez l'animal, très nombreux, qui attendent leur jour. Ce qui leur manque, c'est le chaînon vers l'homme, cet hôte intermédiaire qui va permettre le passage. Et ça se fait via des circonstances que je vous détaillerai sur un ou deux exemples plus précis, qui vous montreront que c'est vraiment une suite d'événements improbables qui fait qu'un jour, le virus se retrouve chez l'homme et qu'on est malheureusement dans une situation où il y a un risque de pandémie. Après, évidemment, ce sont la population humaine, sa mobilité autour du monde qui vont permettre la propagation. Donc, dans les éléments importants, vous avez évidemment le contexte du contact entre l'animal et l'homme, qui est à l'origine du passage de ces virus de l'animal vers l'homme. La déforestation, en limitant l'habitat d'animaux sauvages, va être un facteur favorisant parce qu'il concentre les animaux sauvages dans un endroit et c'est à la lisière de ces zones de forêt où les contacts avec l'homme vont avoir lieu et être plus fréquents si ces espaces sont plus réduits. Et vous avez aussi, c'est pas un hasard, si les grandes pandémies grippales nous sont parties du sud-est de la Chine, parce que c'est l'endroit où vous avez la plus grande densité non seulement humaine, mais également de volailles ou de porcins au monde. Et on parle d'élevage, ce n'est pas de quelques poules qui se battent en duel au fond d'une cour, c'est vraiment des élevages intensifs extrêmement importants. Alors, juste pour vous dire en deux mots, un exemple qui a été parfaitement bien documenté, qui est celui du sida, qui reste quand même la très grande pandémie du XXe siècle, avec encore aujourd'hui 30 millions de personnes infectées, et où on a pu très clairement raccrocher aux singes l'origine du sida, en regardant finalement les différences des séquences génétiques obtenues chez des virus retrouvés chez les singes et les virus humains. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, et la distance entre les deux souches que vous avez ici, vous l'avez, elle est en fait la distance génétique, la proportion de mutation sur un espace séquencé est proportionnelle à la longueur des branches que vous avez ici. Donc ces deux-là sont plus proches que n'importe quelle autre combinaison possible. Et ce que vous voyez, pour 4 exemples possibles du virus VIH1, qui est celui responsable de la grande pandémie mondiale, les 4 souches d'origine, les grandes lignées qui ont donné lieu à la pandémie mondiale, on retrouve un homologue chez le singe quasi identique, qu'on appelle SIV, Simian Immunodeficiency Virus, en opposition de Human Immunodeficiency Virus. Et ce sont les chimpanzés essentiellement, mais également quelques gorilles qui sont à l'origine de ces lignées de VIH qui sont arrivées chez l'homme. Et quand on s'intéresse un petit peu à dater l'origine de ce passage chez l'homme, on utilise la diversité génétique du virus présent dans une population. Et grâce à des horloges moléculaires qui nous indiquent la vitesse de mutation, à partir de cette diversité génétique que vous avez symbolisée ici, on arrive à retracer la date d'introduction la plus vraisemblable de l'ancêtre commun, qui pour le VIH se situe au début du XXe siècle. Et si le VIH est passé, ceux qui sont responsables de la pandémie actuelle sont effectivement rentrés en contact de l'homme au début du XXe siècle, la pandémie est née simplement parce que c'est le même moment où les grandes villes africaines, là vous avez la taille de population des grandes villes africaines, et ici Léopoldville qui est devenu Kinshasa, ces grandes villes se développaient. Donc il y a certainement eu dans le passé, bien avant le début du XXe siècle, du passage de SIV devenu VIH du singe chez l'homme, mais la pandémie et la dissémination de ce virus après, c'était une question de densité humaine, de contact et de mobilité humaine qui a permis finalement à une masse critique de personnes infectées de se constituer, puis après diffuser sur le reste de la planète pour responsable de la pandémie gravissime que vous connaissez aujourd'hui. Alors ces images ne sont pas vraiment à montrer avant un cocktail, mais c'est pour vous dire que quand on parle de passage d'un virus de l'animal à l'homme. Ici, c'est tout le commerce de la viande de singes, de primates en Afrique centrale. Et on imagine très bien les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se couper et à ce moment-là s'infecter avec du VIH, de l'Ebola ou autre type de virus dans ce processus. Je vais maintenant vous parler un petit peu des facteurs. Cette diapositive, en fait, n'est pas bien rédigée. J'aurais dû dire non pas leur apparition, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'émergence, mais plus leur propagation par la suite. Alors, les facteurs de propagation, c'est avant tout la densité humaine à la surface du globe. Si vous reprenez n'importe quel graphique de la population humaine à la surface du globe, vous verrez que déjà au XXe siècle, la population a été multipliée par 4, de 1,5 à 6 milliards. Et que l'on va continuer, peut-être se stabiliser, vous connaissez ça mieux que moi, quelque part autour de 10 milliards autour de 2050. Enfin bref, on est quand même beaucoup plus nombreux à la surface de la planète qu'on ne l'était il y a ne serait-ce que 200 ans.
Développement des mégapoles, là aussi, va certainement contribuer à la diffusion d'un certain nombre d'épidémies, ne serait-ce que par là, une fois de plus, la concentration humaine. Après, il y a des épidémies qui ont un tropisme spécifique pour les villes, et l'exemple de Zika en est un très bon exemple, c'est comme la dengue. Les moustiques qui véhiculent ces virus qu'on appelle des arbovirus, arthropod-borne viruses, donc un virus transmis par les insectes vecteurs, ce sont des moustiques qui se sont maintenant domestiqués, habitués à la ville et sont devenus exclusivement ce qu'on appelle anthropophiles. Ils ne se nourrissent plus que sur l'homme, ils ne se nourrissent plus sur les animaux. Donc ils dépendent de l'homme pour leur survie et ils sont maintenant établis dans toutes les grandes mégalopoles en zone tropicale et en zone tempérée. Il y a différentes variétés de moustiques et ils n'attendent plus qu'on leur amène un virus. Et il y a malheureusement encore une liste assez longue, après ceux qu'on connaît déjà, comme celui de la fièvre jaune, comme le virus de la dengue et aujourd'hui Zika, qui un jour, inévitablement, vont être introduits et se diffuser aussi rapidement. Le trafic aérien, évidemment, contribuant beaucoup à cette diffusion. On a déjà parlé du SRAS. Si vous retournez en 2003, vous aviez une épidémie. Quand on regarde le tout début de l'épidémie, il y a eu des tentatives de démarrage qui n'ont pas marché. En fait, des foyers infectieux dans des hôpitaux du sud-est de la Chine, dans ces grandes villes du sud-est de la Chine. Et puis, les choses se sont arrêtées d'elles-mêmes. Quand le virus est arrivé à Canton, là, il y a eu une vraie épidémie qui a bien démarré et qui était vraiment sur la descente. Quand le 21 février 2003, un des médecins qui traitait ses patients à Canton va faire du shopping avec son beau-frère à Hong Kong. Il va à l'hôtel Métropole de Hong Kong. Et là, dans l'espace de 48 heures, il va infecter 10 personnes qui, dans la semaine qui suit, vont se retrouver dans 6 pays différents. Et c'est le démarrage de la grande pandémie mondiale. On sait ça très bien parce qu'on a pu séquencer les virus des différentes personnes qui se trouvaient et qui ont été infectées dans cet hôtel Métropole une fois qu'ils étaient repartis dans les 6 pays qui ont été concernés par ce démarrage d'épidémie et que ces virus étaient absolument identiques. On parle même d'un éternuement dans un ascenseur où étaient présents 3 des 6 personnes qui ont été infectées au démarrage de cette pandémie. Donc quelquefois les choses ne tiennent pas à grand-chose. Mais voilà, c'était donc une histoire qui est maintenant tristement célèbre et qui a été le grand démarrage de cette pandémie. Vous voyez que là, en une semaine, on touche la planète. Pour la peste, que j'avais dans mon propos introductif, il avait fallu 6 mois pour que les bateaux génois qui partaient de Caffa en mer Noire arrivent finalement à Marseille. Donc on était dans des dynamiques de transmission qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, je vous ai déjà dit un mot sur la colonisation vectorielle. Aedes aegypti et Aedes albopictus sont les moustiques d'actualité puisqu'ils sont responsables de la propagation du virus Zika que vous connaissez tous aujourd'hui. Il y a d'autres virus qui sont susceptibles d'être transmis et responsables de maladies graves, notamment la dengue et la fièvre jaune. Et on se demande un peu quelle sera la prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces virus ces moustiques, Aedes aegypti et Aedes albopictus? Ce sont des moustiques, comme je vous l'ai dit, qui se sont domestiqués. Ils ont leurs cousins qui vivent dans les forêts. Maintenant, ils vivent au contact de l'homme. En zone tropicale, c'est Aedes aegypti, et en zone tempérée, là je parle du sud des États-Unis et du sud de la France, de l'Europe, vous avez Aedes albopictus. Lui, en laboratoire, il est capable de transmettre les différents virus que je cite ici. Et donc après, c'est une question de est-ce qu'on va leur amener le virus pour que la transmission débute. Quand je dis qu'ils sont capables de transmettre, Aedes albopictus, heureusement, est un moins bon vecteur que Aedes aegypti. Donc si par exemple le virus Zika arrivait dans le sud de la France, on aura probablement quelques cas sporadiques. Je ne pense pas qu'on aura une transmission massive parce que le vecteur est moins compétent que Aedes aegypti et le risque est quand même plus faible. On a eu d'ailleurs dans les 5 dernières années des introductions de dengue et de chikungunya dans le sud de la France. Il y a eu quelques cas groupés, ça n'a jamais dépassé 5 personnes et c'est rentré dans l'ordre. Donc on est dans une situation à peu près contrôlée. C'est aussi une question de densité de moustiques. Malheureusement, Aedes albopictus est vraiment en expansion et il est arrivé il y a une dizaine d'années dans le sud de la Méditerranée, en Italie et en France, et là il est en train de monter en France et les densités dans le sud de la France sont en train d'augmenter. Donc si on se projette dans 20 ans, 30 ans, il est vraisemblable que les densités de moustiques qu'on aura atteintes seront capables, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, de disséminer une épidémie d'un virus qui arriverait. L'histoire d'Aedes albopictus est intéressante. C'est un moustique, qui nous est arrivé du Japon, il y a à peu près une 50aine d'années, qui a voyagé avec ces grands cargos qui transportaient les pneus, parce que dans les pneus usagés, l'eau qui s'installe est un nid très douillet pour les larves de ce moustique. Donc les bateaux chargés de pneus partaient, faisaient le tour du monde. Quand ils arrivaient dans un port où les conditions climatiques étaient favorables à
la propagation du moustique, le moustique s'installait avec les pneus qui étaient déchargés, et puis il commençait à s'installer dans ces villes. Et c'est ainsi que ce moustique, en 50 ans, s'est installé dans toutes les zones tempérées du globe. Aedes aegypti, celui qui est en zone tropicale et qui est aujourd'hui responsable de la transmission de Zika au Brésil notamment, est un moustique qui est venu d'Afrique de l'Ouest avec les bateaux des esclaves. Il n'a pu arriver aux États-Unis parce qu'il y avait dans les bateaux des esclaves ces grandes jarres d'eau pour la traversée, qui permettait aux moustiques de se reproduire, donc d'avoir un cycle complet. Ils pouvaient se nourrir sur l'homme qui était les esclaves, et en plus, il y avait notamment le virus de la fièvre jaune. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au sud des États-Unis, qu'il y a eu des grandes épidémies de fièvre jaune sur la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc ces moustiques sont d'apparition relativement récente à proximité de l'homme, et maintenant sont susceptibles de déclencher une épidémie pour peu qu'un virus leur ait amené, avec des capacités vectorielles qui ne sont pas néanmoins toujours les mêmes. Attention, les virus peuvent muter et devenir mieux adaptés à un vecteur. C'est ce qui est arrivé avec les chikungunya, qui étaient adaptés à Égyptie et qui, à La Réunion en 2005, alors que le seul vecteur présent à l'île de La Réunion était Aedes albopictus, a eu quelques mutations qui l'ont rendu mieux adapté à Aedes albopictus et l'épidémie a pu démarrer. Autre facteur de dissémination de maladies, là on va parler un peu de bactéries, le commerce mondial des aliments. Et vous vous souviendrez peut-être de cette histoire en 2011 du fameux concombre espagnol. Vous savez, quand il y a eu ces syndromes qu'on appelle hémolytiques, donc des insuffisances rénales hémolytiques et urémiques chez un certain nombre de patients. On est dans la centaine de patients en Allemagne, que vous voyez ici. En France, on parle de quelques dizaines de patients. L'épidémie n'était pas terminée quand cette diapo a été faite. Et on a d'abord incriminé le fameux concombre espagnol qui depuis a été disculpé. C'était le fenugrec égyptien, ces graines égyptiennes qui contenaient la bactérie, ont été importées, distribuées dans différents restaurants, d'abord en Allemagne et un petit peu partout en Europe, et à l'origine d'une contamination qui a quand même touché plusieurs centaines de personnes. Comme un exemple du commerce mondial des aliments, on peut décliner cet exemple à volonté avec beaucoup d'autres transmissions, notamment de salmonelle. Le commerce des animaux, quelquefois illégal, peut aussi permettre le voyage de ces maladies. Ici, on parle de virus. On parle du virus de la variole du singe, qui a été amené aux États-Unis par l'importation de rats de Gambie de Ghana, qui étaient au contact dans les cages chez les personnes vendant des animaux domestiques de chiens de prairie. Et c'est ces chiens de prairie qui ont infecté des humains. Il y a eu 30 à 50 cas humains de variole du singe. Aucun mortel aux États-Unis. C'est une maladie qui, en Afrique centrale, peut être mortelle occasionnellement. Elle n'a heureusement pas le potentiel de la variole, qui, elle, était jusqu'à son éradication responsable de 2 millions de morts par an. Et ça nous amène jusqu'aux années 70. Je vais aussi vous dire un mot sur d'autres propagations où là, l'homme s'en mêle réellement. On va parler d'hépatite C. L'hépatite C est un virus, le virus de l'hépatite C, qui n'aurait jamais embêté l'homme si on ne lui avait pas inventé l'aiguille. Pourquoi ? Parce que c'est un virus qui se transmet par contact avec le sang d'une personne infectée. Donc pour être infecté par le virus de l'hépatite C et être en contact avec le sang d'une autre personne, vous avez besoin d'une aiguille, d'une transfusion. Et c'est vraiment typiquement l'épidémie associée aux soins médicaux et aujourd'hui à la toxicomanie par voie intraveineuse. Mais en Égypte, dans les années 60 et 70, le gouvernement égyptien a voulu traiter l'ensemble de la population pour une maladie parasitaire, la bilharziose, qu'on acquiert en marchant dans les eaux. C'est un parasite qui vit dans les eaux et évidemment, toute la population vit les pieds dans l'eau. Et ils ont traité les enfants de 5 à 25 ans avec des injections intraveineuses de sel d'antimoine pour la bilharziose. Et malheureusement, les aiguilles utilisées n'étaient pas stériles. Et il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes infectées pendant ces campagnes de traitement dans les années 60 et 70. Ici, vous avez un village égyptien dans lequel on a beaucoup travaillé, où en 2002, 50% de la population masculine, dans les tranches d'âge de 45 à 55 ans, était infectée par l'hépatite C, 30% des femmes. Donc vous voyez une proportion considérable de la population. Cela d'ailleurs étaient ceux qui, 30 ans plus tôt, avaient été traités pour la bilharziose, que c'est une maladie à incubation très longue. Et vous les retrouvez ici, et il y avait plus d'hommes que de femmes infectés, parce qu'il y avait plus de garçons que de filles scolarisés. Or, les traitements avaient été donnés dans les écoles en Égypte dans les années 60 et 70. Mais à partir de ce premier réservoir de personnes infectées, l'épidémie s'est transmise aux classes d'âge plus âgées et plus jeunes par les soins médicaux. L'Égypte était un pays assez médicalisé. Les gens ont beaucoup recours aux soins, et ils en ont en fait payé le prix fort. Enfin, quand l'homme veut vraiment s'y mettre, il peut essayer d'utiliser ces bactéries ou virus à des fins bioterroristes. On a un exemple bien documenté d'accident à Sverdlovsk, qui est Ekaterinbourg, en Oural,
où en 1979, au bon vieux temps de la guerre froide, les Russes essayaient en fait de diminuer la taille des spores d'anthrax afin de leur permettre de pénétrer plus profondément dans les poumons et de responsable de formes respiratoires de la maladie, qui était un mode de contamination beaucoup plus efficace. L'anthrax, vous savez, on en a entendu parler après le 11 septembre, puisqu'il y a eu cette distribution d'enveloppes à des journalistes et des sénateurs américains qui contenaient des spores d'anthrax, avec deux décès. Et là, dans cette usine à Sverdlovsk, en changeant le filtre d'un flux laminaire, mais oubliant de le remplacer, de le reboucher, ils ont laissé partir des spores d'anthrax qui, le vent soufflé dans cette direction, ont touché plusieurs villages, avec des animaux qui ont été atteints, mais également des hommes. Les Russes ont évidemment nié farouchement qu'ils avaient fait quoi que ce soit de répréhensible, et c'est après la fin de la guerre froide qu'une enquête américano-russe a permis de réexaminer les lames des patients et de conclure que c'était effectivement un anthrax à des fins militaires qui avait été responsable des cas vus, donc de ce qu'on appelle aussi en français la maladie du charbon en 1979. Alors aujourd'hui, oui, il pourrait y avoir des menaces de bioterrorisme. Il y a des questions aussi qui se posent autour des stocks de variole, puisqu'on en parlait. Vous savez que la maladie était éradiquée en 1979 parce que pour la variole, il n'y a pas de réservoir animal, donc pas de possibilité de réintroduction chez l'homme du virus une fois qu'on a éliminé du virus en population humaine. Ça a été possible grâce à un vaccin très efficace. Et aujourd'hui, il y a des stocks de variole qui sont encore présents au CDC à Atlanta et quelque part en Russie, c'est un peu moins clair, et dont on se demande s'il faudrait les détruire ou pas. Certains disant si la maladie réapparaît, on sera très content d'avoir des stocks pour fabriquer un vaccin. D'autres disant les vaccins ils existent déjà, on aura le virus par les malades, autant détruire ces sources potentielles de réintroduction. L'OMS a demandé la destruction. Don Henderson, qui a été le grand artisan de la campagne d'éradication de la variole et qui est mort il y a 3 semaines, et je vous conseille le obituary de The Economist à son propos, qui raconte très bien la carrière de Don Henderson. Lui disait aussi qu'il fallait les détruire, mais on n'y est pas. Je vais maintenant passer à la partie peut-être la plus importante pour vous, qui est finalement quel est l'impact de ces pandémies et comment est-ce qu'on peut le juger, sur quels critères. Alors, il y a un critère qui est assez facile, qui est de se dire la mortalité. Finalement, c'est déjà une façon de voir les choses. Combien vont tuer ces virus? Ici, vous avez une échelle de mortalité qui vous rapporte la mortalité sur une année, je crois que c'était 2003, puisque l'article est publié en 2004, pour les virus, et vous avez le virus du sida, les virus des hépatites, la rougeole, etc. Puis vous descendez, et là vous trouvez beaucoup plus bas le SRAS, l'Ebola, sur une échelle qui est logarithmique, attention, donc là c'est du 100, 1000, là on est à 1 million, là on a 10 millions de morts par an, et puis d'autres causes, le tabac, le paludisme, les accidents de la route, pour que vous ayez d'autres référentiels. Ce qu'on observe sur cette... Et là j'ai mis un petit peu les grands virus qui nous concernent, et cette échelle de mortalité. Ce qui est un peu étonnant finalement, c'est que les virus dont on va beaucoup parler, qui sont ceux responsables des pandémies qui font vraiment la une de l'actualité et la crainte dans l'esprit de la plupart d'entre nous, sont des virus qui ont des incubations très courtes, comme le SRAS ou Ebola, et qui sont contagieux après le début des symptômes. Ces virus ont finalement un impact en termes de mortalité limité. Vous voyez que pour ces années-là, on avait entre une centaine et pour le SRAS, 800 morts. Ebola, en 18 mois, la grande épidémie de 2014-2015 va avoir tué 15 000 personnes finalement. Mais c'est vrai que ces virus, par leur capacité à voyager et par l'absence de maîtrise qu'on a de leur transmission, font extrêmement peur. Si j'ai indiqué qu'ils étaient contagieux après le début des symptômes, c'est très important parce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous en santé publique? C'est que quand les gens sont malades, quand ils ont les manifestations cliniques de la maladie, on peut les identifier et à partir de là, on peut les isoler, les mettre en quarantaine et bloquer la transmission. Ce n'est pas la même chose pour des virus qui sont contagieux avant le début des symptômes, où là, il y a un risque de propagation qui se fera alors que la maladie ne s'est pas déclarée, et donc on n'a pas pu identifier les patients. Et c'est là où vous allez trouver finalement les grandes tueuses. Le sida avec son lot de 2 millions de morts par an, par exemple, les hépatites avec 1 million de morts par an, sont des virus qui sont d'apparition assez récente. On est quand même dans la fin du XXe siècle, sur l'histoire de l'humanité, c'est récent. Et là, vous avez des virus qui ont une incubation très longue, donc une période pendant laquelle les personnes malades vont pouvoir contaminer d'autres personnes très importantes, et contagieux avant le début des symptômes, si bien qu'on n'aura pas pu identifier les malades et les isoler ou les traiter, alors qu'ils ont déjà commencé à transmettre à d'autres personnes. Et de fait, ils se retrouvent responsables d'un nombre de patients beaucoup plus élevé, avec à la fin une mortalité beaucoup plus élevée. Et pourtant, certes, sur le sida, on en a énormément parlé dans les médias à ses débuts, mais vous savez que l'actualité aujourd'hui, c'est vraiment tourné vers ces virus à incubation courte,
dissémination rapide, mais qui finalement tuent leurs hôtes assez vite. Et pour ceux qui déclenchent des maladies, ces maladies surviennent avant même la contagion, donc des possibilités d'isolement et de contrôle. Le SRAS, c'est vraiment comme ça qu'on l'a arrêté. Il fallait à peu près 3 à 4 jours après le début des symptômes pour devenir contagieux. Et quand les Chinois ont commencé à vraiment traquer le SRAS, ça leur laissait le temps d'isoler les patients et donc d'éviter des contagions successives. Alors, pour le contrôle de l'épidémie, il y a évidemment des mesures à prendre. Et là, on a ressorti, c'est pour ça que j'ai pris un papier quasi parcheminé, des méthodes de contrôle qu'on n'avait plus utilisées depuis 200 ans à peu près, d'isolement et de quarantaine à l'occasion du SRAS. Et d'ailleurs, les pays ont dû changer leur législation parce qu'ils avaient pour tous une liste de maladies pour lesquelles on pouvait mettre les patients en isolement et en quarantaine, mais cette liste est limitative et parlait de maladies d'un autre siècle. Et là, il a fallu rajouter, tous les pays l'ont fait, et toute nouvelle maladie pour laquelle le ministère de la Santé penserait qu'isolement et quarantaine sont nécessaires. Donc maintenant, ça y est, ça a été rajouté et on peut le faire. Je suis ici en Chine, sous un portail, content d'avoir 36.2 parce qu'il y avait des portails dans à peu près toutes les rues, les entrées d'hôtels et les bâtiments officiels en Chine pour détecter la température. Et si j'avais par malheur plus de 37,5, on m'envoyait dans un endroit où si je n'avais pas déjà le SRAS, j'aurais toutes les chances de l'attraper puisqu'on regroupait les personnes suspectées d'avoir une maladie contagieuse, d'où mon contentement d'être toujours à 36.2 ce jour-là. Isolement et quarantaine, juste un mot pour vous dire que tel qu'on est organisé aujourd'hui, on peut le faire sur le tout début d'une épidémie, on est rapidement complètement débordé. Je prends l'exemple du MERS. Alors le MERS, c'est ce qu'on appelle le Middle East Respiratory Syndrome, c'est ces infections respiratoires qui sont transmises par les chameaux dans les pays du Golfe, qui sont en France, il y a eu 2 cas en 2013, il y a eu une épidémie plus importante en Corée, 150 cas à peu près dans l'été il y a 3 ans, et on parle d'infections dans les hôpitaux, on parle à chaque fois de dizaines, centaines de cas, ça ne va pas beaucoup plus loin. Simplement en France, donc j'ai été appelé un dimanche matin, c'est là où ça arrive, par Marisol Touraine, parce que j'avais travaillé sur le SRAS en Chine et que c'est un autre virus assez proche de la même famille, et elle me demande d'aider au contrôle de l'épidémie possiblement débutante en France, puisque un patient revenu de Dubaï avait infecté une deuxième personne sur le territoire français dans un hôpital du nord de la France. Et là, on va à l'Institut de veille sanitaire, qui s'appelle aujourd'hui Santé publique France, et on commence à regarder tout bêtement quels sont les contacts que ces 2 patients ont eus. Manque de bol, le patient qui avait été revenu de Dubaï et qui avait été infecté le premier avait participé à la fête d'anniversaire de son petit-fils 2 jours plus tôt, 163 contacts. Pour qui il fallait déterminer quel était le niveau de proximité avec le patient, si c'était moins d'1 mètre, isolement, plus d'1 mètre, quarantaine. Et ça pendant 10 jours, et ça pour 163 personnes. Le deuxième patient qui était dans le lit d'à côté, 39 contacts. Déjà, le département de maladies infectieuses de l'Institut de veille sanitaire, 10-15 personnes qu'on peut mobiliser, étaient entièrement pris pendant 10 jours pour surveiller les contacts de 2 personnes. Vous imaginez dans une pandémie comment les choses se dérouleraient. C'est juste pour vous dire que voilà, ce sont des méthodes qui peuvent fonctionner au tout début et éviter, et c'était très bien en France, il n'y a pas eu de cas supplémentaires, mais qui peuvent être très rapidement complètement débordées dans une pandémie qui serait majeure. Restriction des déplacements, c'est peut-être ce qui a marché le mieux finalement pour le SRAS. Là, vous avez des photos à Hong Kong, qui a été la ville la plus touchée de l'épidémie de 2003 proportionnellement à sa population. Et vous avez l'impact sur la Cathay Pacific pendant le mois de mars du trafic de passagers lié à l'épidémie de SRAS et avec des conséquences économiques évidemment majeures. L'autre aspect assez particulier et intéressant de ces virus, c'est qu'ils peuvent avoir un tropisme particulier pour les centres de soins et de fait paralyser un système de soins qui est quand même basé sur pour des pays comme les pays d'Afrique de l'Ouest, des centres de santé périphériques, un petit hôpital provincial et puis un hôpital central de référence. Si, comme le SRAS ou Ebola, les personnels de santé sont les premiers touchés, avec le SRAS, un tiers des premiers patients étaient les personnes des centres de santé. Avec Ebola, c'est à peu près la même chose. Très vite, vous vous retrouvez avec des hôpitaux paralysés. Les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux doivent être mises dans des lits. Vous êtes obligé de fermer l'accès à des nouveaux patients qui pourraient se contaminer. Et la mortalité indirecte, par exemple pour Ebola, par paludisme et d'autres maladies pour lesquelles les gens ne sont pas venus consulter parce que les hôpitaux étaient devenus des lieux dangereux, a été beaucoup plus importante que la mortalité liée à Ebola directement. Et à Toronto, qui est quand même une ville canadienne
qui a 5 hôpitaux absolument splendides. En une semaine, le système de santé de Toronto a été complètement paralysé par le SRAS, quand des patients qui étaient arrivés de Chine, où il y a beaucoup de liens entre Hong Kong et le Canada, sont arrivés là-bas, et l'épidémie s'est répandue dans les centres hospitaliers. Les 5 plus gros centres hospitaliers touchés en une semaine, système de santé paralysé. Et là, il y a un risque majeur dans notre organisation du système de soins de voir ces virus qui ont un certain tropisme pour, évidemment, les centres hospitaliers, de paralyser le système. Vous avez ici des photos en Chine, où j'ai pas mal travaillé pendant l'épidémie de SRAS. Le matin même où j'arrivais, ils ont décidé de fermer les principaux hôpitaux où ils avaient les cas de SRAS, interdisant à la population, le personnel de santé qui travaille dans ces hôpitaux, de retourner chez eux. Ils l'ont appris le matin, vous ne retournerez pas chez vous ce soir, et il a fallu 1 mois et demi avant qu'ils puissent repartir chez eux. Et ils l'ont fait sur les grands hôpitaux de Pékin, où étaient traités les patients avec le SRAS, et donc on nourrissait, on leur envoyait de l'alimentation, Emergency Department is closed. C'est vraiment, alors je ne sais pas comment les choses se seraient passées en France si on avait imposé des mesures aussi strictes, mais ça a été absolument radical, et vous voyez encore la désorganisation que tout ça peut entraîner. Alors les médias jouent un rôle majeur dans la sensibilisation des publics, des pouvoirs publics, politiques, et là il y a un travail énorme à faire pour les responsabiliser. Il y a des journaux qui jouent bien le jeu, il y en a d'autres qui vont vers le sensationnel, et puis il y a aujourd'hui tous les réseaux sociaux et Internet, et j'avoue que c'est extrêmement difficile de contrôler l'information. Nous, on a comme mot d'ordre la transparence. Après, je sais que pour tous les interviews que je fais dans la grande presse en période épidémique, c'est toujours la fourchette haute que j'indique qui est retenue par la presse. Je n'ai pas moyen de dire que, attention, on a une fourchette, ça peut aller de là à là, le titre, ça va être, il pourrait y avoir jusqu'à tant de cas, et bon, même avec les journalistes que je connais bien, j'y arrive pas, ils me disent après, c'est le comité éditorial qui a voulu que ça se passe comme ça. Sur l'impact économique, pas très bien étudié, je pense. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Je vous montre juste ici le SRAS. On est en 2003 en Chine et le PIB avec une chute au moment de l'épidémie. Comme l'épidémie a été très courte, il y a eu un phénomène de rattrapage peut-être. Je ne sais pas si ça a du sens de dire ça. Mais effectivement, il y a eu un pic de croissance juste après la fin de l'épidémie à Hong Kong. L'impact, il se fait sur les transports, le secteur touristique, hôtelier, restaurant. Le coût total pour la région est estimé de 40 milliards de dollars pour l'épidémie de SRAS. Et là, j'ai envie de dire, il y a peut-être un cas d'école à mieux creuser parce que les données existent et que l'épidémie a été très courte dans le temps. Quelle serait la plus grande menace ? Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord parmi les spécialistes pour dire que le virus qui nous fait le plus peur, c'est un virus qui est transmis par voie respiratoire parce qu'il est très difficile de contrôler la contagion. On n'est pas dans les fluides biologiques comme le sang, le sperme avec le sida, où là, on arrive quand même assez vite à contrôler. Là, c'est voie respiratoire. Alors, vous savez que dans la voie respiratoire, il y a deux choses. Il y a le postillon qui va à 1 mètre. Aucun d'entre vous ne serait concerné si j'étais infecté par le SRAS qui se transmet par des postillons. Et l'aérosol qui, lui, peut aller jusqu'à 10-15 mètres. Et là, les 3-4 premiers rangs seraient à risque. Mais sur le virus transmis par voie respiratoire, ce que j'appelle hautement contagieux, et là, j'utilise un terme qu'on appelle R0, c'est le nombre de reproductions. C'est le nombre de cas secondaires pour une personne infectée dans une population totalement susceptible. L'idée, c'est que si pour chaque malade, il ne transmet la maladie qu'à une seule autre personne, on reste sur une période, sur un niveau qui est plat. Si chaque malade le transmet à plus d'une personne, vous avez une augmentation du nombre de cas, vous êtes en période épidémique. Si c'est moins d'une personne, c'est la période où l'épidémie est en décroissance. Et on considère, pour la plupart des maladies infectieuses qu'on connaît, que j'ai citées jusqu'à présent, ce fameux nombre de reproductions de base, il est de l'ordre de 2 à 3. C'était ce cas pour le SRAS, c'est le cas pour les grippes. Quand vous êtes à plus de 2, vous y allez, 1, 2, 4, vous connaissez, 8, etc. Et les choses peuvent aller assez vite. Et là, on commence à être dans le domaine de ce qu'on appelle le hautement contagieux. Le taux de létalité, c'est la proportion de décès par cas. Si elle est supérieure à 1 pour 1000, là, on est quand même, là encore, dans la zone rouge, où la mortalité peut grimper extrêmement vite. Pour la pandémie grippale de la grippe espagnole, on pense qu'il était entre 1% et 1 pour 1000. Pour le virus de 2009, heureusement, il était plutôt dans le 1 pour 10 000. Et c'est ça qui nous a sauvés. Autre facteur très important, le temps de génération. C'est le temps qu'il y a entre chaque vague ou chaîne de transmission. C'est-à-dire que je suis malade et contagieux, j'infecte une personne, le temps de génération, c'est le nombre de jours avant le moment où cette personne sera malade et contagieuse.
Quand il est inférieur à 3 jours, c'est ce qu'on a pour la grippe, ça va très vite. Votre croissance exponentielle de 2, 4, 8, 16, c'est tous les 3 jours, vous passez à une chaîne suivante. Si vous êtes avec la variole avec 14 jours, ça vous laisse le temps un peu de respirer entre les 2 chaînes et peut-être mettre en place des mesures de contrôle. La rougeole, par exemple, est certainement la maladie la plus contagieuse. Le R0, il est de l'ordre de 10, ce qui fait qu'une épidémie de rougeole, c'est ce qui flambe le plus vite. Dans les camps de réfugiés avec Médecins sans frontières, c'est la première maladie sur laquelle on vaccine. Si on a besoin d'une couverture vaccinale aussi importante pour empêcher une épidémie de rougeole, supérieure à 95%, c'est parce que justement elle est aussi contagieuse. Et enfin, une maladie contagieuse avant les symptômes, c'est le drame, parce que là, on ne peut plus rien faire. On n'est pas en mesure de mettre en place des mesures de contrôle, puisqu'on ne sait pas qui est contagieux dans la population. Et si vous réunissez tout ça, la grippe est vraisemblablement l'agent pathogène qui nous fait le plus peur, parce que transmis par voie respiratoire, avec des R0 qui sont entre 2 et 3. Le taux de létalité, c'est la grande inconnue. C'est ce qu'on aimerait connaître au début de l'épidémie et qui nous permettrait de savoir si on va se retrouver devant une pandémie gravissime ou quelque chose de relativement bénin. Le temps de génération, il sera de l'ordre de 3 jours et on est contagieux avant les symptômes. Et finalement, la crise de 2009, donc la pandémie grippale H1N1 qui est partie du Mexique, on avait de très mauvaises données au début sur quel est le taux de mortalité chez les patients infectés. Évidemment, au début d'une épidémie, les patients que vous voyez sont dans les hôpitaux. C'est eux qui vont donner l'alerte, ils ont eu les formes graves. Donc les premiers patients que vous verrez, ce sont tous des patients avec complications. Et les taux de mortalité que vous estimez à ce moment-là sont toujours très surestimés. On le sait tous, mais au Mexique, c'est les seules données dont on disposait. On n'avait aucune autre donnée de la diffusion en population générale et les formes bénignes, voire les formes asymptomatiques. Ça, vous l'apprenez quand vous avez un test sérologique qui détecte des anticorps en population et qui vous permet de dire voilà le nombre de personnes qui ont été infectées. À partir de là, tant ont eu des symptômes et tant ont fait des formes graves. Et ça, on le sait 6 mois plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec la grippe H1N1 de 2009. Au tout début, les données de mortalité hospitalière mexicaine assez affolantes. On savait, parce que c'était un nouveau virus, qu'un tiers de la population mondiale a été touchée, et ça s'est vérifié. 2 milliards de personnes ont été infectées par H1N1. Après, le taux de létalité, qu'on a pu croire à un moment de l'ordre de 1 pour 1000, en fait, était inférieur à 1 pour 10 000. Donc d'un truc qui était vraiment menaçant, on est passé à quelque chose de, finalement, sans conséquence, sans gravité. Une pandémie grippale, si elle devait vraiment rejoindre les niveaux qu'on a vus lors de la grippe espagnole, donc là, vous voyez dans les estimations les plus noires de la Banque mondiale, on parle de 70 millions de décès. C'est proportionnellement ce qu'on a pu voir par rapport à la taille de la population avec la grippe espagnole, peut-être un petit peu moins. Une chute de 5% du PIB mondial, un coût estimé à 3 000 milliards de dollars. Bon, ça, il faudrait vraiment que des économistes le revisitent parce que je ne serais pas capable d'être critique par rapport à ces chiffres. C'est des ordres de grandeur. Et évidemment, je pense que c'est vous, ceux qui sont le plus sensibles pour vous. Mais voilà un peu les estimations dont on dispose pour la fameuse pandémie grippale. Je vais terminer avec que faire. Il y a plusieurs grands projets qui sont en cours d'utilité plus ou moins discutable. Le Global Virome Project, c'est à l'américaine, le bulldozer. On va séquencer tous les virus animaux, comme ça on aura le catalogue complet, et la prochaine fois qu'il y en a un qui passe chez l'homme, on le connaîtra, on aura un test diagnostic, on saura le vaccin, etc. Ça va nous prendre 10 ans, ça va nous coûter 3,5 milliards de dollars, c'est beaucoup moins que les 1000 milliards de dollars de la diapo d'avant, et on va trouver le financement assez facilement. USAID se charge d'en faire la publicité aujourd'hui. Ils nous ont contactés. Le catalogue, je vois à peu près l'utilité. Il n'empêche que Ebola, on le connaissait très bien quand il est arrivé en Afrique de l'Ouest, ça n'a rien empêché. Zika, on le connaissait très bien quand il est arrivé en Polynésie française, au Brésil, ça n'a rien empêché. Donc je pense que le catalogue aura une utilité, mais en fait assez limitée. Les émergences récentes, je dois dire que là, on n'est pas bon du tout, puisqu'on ne les a absolument pas prédites. Il y a des cartes qui sont appelées de hotspots, qui sont les zones que vous voyez ici en plus clair. Mais les émergences, elles sont toujours arrivées là où on ne les attendait pas. Je prends le SRAS en 2003. C'était Hong Kong, cette histoire de civette dans les restaurants qui transmet un virus inconnu. Les chameaux du Golfe en 2012 qui ont démarré le MERS. Ebola, qu'on connaissait en Afrique centrale, nous est arrivé en Afrique de l'Ouest, à la frontière Guinée, Sierra Leone, Libéria. On ne sait pas du tout comment il est arrivé là. La grippe mexicaine, normalement les grippes, ça vient d'Asie, elle est arrivée du Mexique. Et Zika, Polynésie française, c'est un virus qui est en Afrique centrale. Donc pour vous dire, on a toujours été pris par surprise.
C'est cette cascade d'événements totalement improbables qui fait qu'il est encore aujourd'hui extrêmement difficile d'anticiper. Et quand je pense à ce catalogue de virus que les Américains veulent mettre en place, le SRAS, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous aviez un virus qui vivait dans une chauve-souris. Il est passé, on ne sait pas trop comment, chez ces petites civettes qui sont consommées dans les restaurants. Pourquoi la civette a été finalement le vecteur, l'hôte intermédiaire vers l'homme? Tout simplement parce que les cellules épithéliales qui tapissent le fond de la gorge des civettes ont des petits récepteurs qu'on appelle ACE2 pour le virus du SRAS, et ces récepteurs sont quasiment identiques à ceux des hommes, au point que pour un virus qui est adapté aux récepteurs des cellules épithéliales de la civette, il suffit de 2 mutations pour qu'il soit adapté aux mêmes récepteurs sur les cellules épithéliales de l'homme. Et donc, le passage à l'homme était très facile. Et c'est ça qui fait que la civette, plutôt que n'importe quel autre animal, s'est retrouvé comme le chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme. Et aujourd'hui, l'anticipation, je pense qu'elle devrait porter, s'il y avait un catalogue à faire, c'est plus sur ces récepteurs de virus à la surface de nos différentes muqueuses, leur analogie avec des récepteurs animaux qui nous permettraient de comprendre où sont les risques de passage. Mais là aussi, il y a un travail colossal, et je dois dire que je crois encore assez peu à l'anticipation telle qu'elle est proposée. Donc on est plus dans la surveillance et la réactivité. Alors la surveillance, elle est organisée à l'échelle mondiale par l'OMS, avec le Global Outbreak Alert and Response Network, auquel on appartient. Il y a un aspect un peu formel qui est le règlement sanitaire international. Depuis 2003 et la crise du SRAS à Hong Kong et en Chine, les pays sont obligés de déclarer maintenant toute nouvelle épidémie. C'est une obligation, c'est le règlement sanitaire international, mais il n'y a aucune pénalité s'ils ne le font pas. À cause de l'impact touristique, économique, etc., les pays continuent à ne pas le faire. Ce qu'on apprend, là où on a beaucoup d'informations, et c'est la moitié des épidémies vérifiées, elles nous viennent de recherches de mots-clés sur Internet, avec notamment un logiciel qui s'appelle GFIN, qui a été développé pour l'OMS en plusieurs langues, et qui traque des mots comme infection respiratoire, gastro-entérite, encéphalite, etc. Et quand on les retrouve dans les mêmes régions du monde, sur les réseaux sociaux et compagnie, on récupère l'information à l'OMS, qui va envoyer un coup de fil poli aux dirigeants du pays concerné en lui disant « il semblerait que dans telle région, il y a un truc bizarre qui se passe ». Et puis l'information finit par remonter. Je vous montre ici une carte mondiale des émergences récentes, et je fais un petit peu de pub pour la maison, l'Institut Pasteur où je travaille, avec en jaune les instituts Pasteur de notre réseau. On a un réseau de 33 instituts dans le monde, et qui sont pour nous vraiment des instituts de veille qui nous ont permis de réagir rapidement sur toutes les dernières émergences, notamment sur Ebola, avec l'Institut Pasteur de Dakar qui était présent en Guinée très vite, et puis sur Zika, où on a été, avec l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, sur la Polynésie française, et la Guyane sur l'Amérique latine. On a donc ces 100 nations de référence, ces 100 collaborateurs, et on intervient sur le terrain, et ça c'est le boulot de mes équipes, dans les tout débuts d'épidémie, pour d'abord, quand on a une alerte sur cas anormaux d'une maladie, etc., dans 95% des cas, revenir en disant « c'était une maladie connue, une forme un peu atypique, pas de problème », et dans 5% des cas, dire « on est sur un truc qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et là, il faut récupérer les échantillons, et essayer de découvrir ce fameux nouveau virus. » Et sur l'épidémie d'Ebola, c'était le groupe de Sylvain Bèze, qui a le seul P4, le seul laboratoire qui peut manipuler Ebola en France, à Lyon, qui a mis en évidence la souche responsable de l'épidémie de 2014. Les travaux de modélisation mathématique qu'on a fait nous ont permis de décrire les premières chaînes de transmission, le rôle des rites funéraires dans la propagation, et puis sur le séquençage des souches, également de comprendre la dissémination des souches sur l'Afrique de l'Ouest. Dans le passé, les nouveaux virus, on avait un échantillon, on les mettait sur des cultures de cellules. Quand on voyait les cellules mourir, on disait « tiens, il est cytopathogène, il y a un truc ». Et on mettait ça dans le microscope électronique. On trouvait des formes un peu atypiques et on dit « tiens, c'est un virus qui a telle forme, il ressemble à tel autre virus ». On va utiliser des sondes d'amplification génomique, ce qu'on appelle la PCR, pour séquencer ce nouveau virus. Quand il fallait amplifier le virus, on pouvait prendre un modèle animal qui permet d'avoir des concentrations plus élevées avant de passer aux étapes de visualisation. Aujourd'hui, on chaîne tout ça. On va directement dans ce qu'on appelle le séquençage à haut débit, qui nous permet finalement d'amplifier tout matériel génomique à l'intérieur d'un échantillon, qui va être vos propres cellules humaines. Donc on va d'abord avoir 95% de génome humain qu'il va falloir filtrer. Puis après, on va avoir tous les pathogènes ou tous les microbes qui vivent à la surface de votre peau, qui ont été pris par la prise de sang, etc. Mais ça, on les connaît, on les filtre. Et puis on part de 100 millions, on va finir à 2000 séquences, quelquefois, qui sont des séquences inconnues, et qu'on va reconstruire pour essayer de voir de quel autre virus cette nouvelle séquence reconstruite est la plus proche. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Sur le papier,
on vous dit que ça va prendre, les plus optimistes vont vous dire 48 heures, nous on raconte 15 jours. Dans la pratique, on n'a jamais réussi à le faire en moins de 2 mois en période de crise, mais techniquement, on devrait y arriver. C'est juste que la réalité des choses fait que même quand on est à fond dessus, simplement pour dire que l'identification du virus, maintenant, avec la puissance de ces machines et la bioinformatique derrière, va être une question de une semaine, à peu près. Derrière ça, avoir le virus, c'est très important parce qu'une fois que vous avez la séquence, vous faites le test diagnostic. Et là, vous allez sur le terrain et vous pouvez commencer à faire le triage, savoir qui est vraiment infecté, qui ne l'est pas, et mettre en place toutes les premières mesures de prévention. Et suivront, mais avec des échelles de temps beaucoup plus longues, les traitements et les vaccins. Alors, une des idées aujourd'hui est de prépositionner des vaccins pour toutes les maladies à potentiel pandémique majeur, parce qu'on s'est rendu compte que le temps d'une pandémie, on n'était pas en mesure de développer un vaccin et de le tester chez l'homme. C'est ce qui s'est passé sur Ebola, où il y avait pourtant un vaccin qui était prêt chez les Canadiens, assez avancé, mais pas suffisamment chez l'animal. Et le temps des 18 mois de la pandémie d'Ebola, il a fallu faire les phases 1 chez l'homme, puis les phases 2, puis la phase 3. Et in extremis, on a réussi à avoir une phase 3 humaine chez l'homme qui donne l'idée qu'il y a un vaccin qui marche pas mal. Mais ça s'est vraiment fait in extremis. Pour Zika, on sait déjà que les vaccins qui ont l'air d'être sur la bonne voie ne seront prêts que dans 3 ans et l'épidémie sera passée. Parce que là, on a des taux d'attaque tellement forts en population qu'il ne va plus y avoir d'espace pour de nouvelles épidémies avant quelques temps. Donc la pandémie actuelle va se terminer dans les 2-3 ans qui viennent. Et après, on aura 10 ans tranquilles où il faudra à nouveau une nouvelle population susceptible, non infectée, parce que la protection qu'on garde contre Zika, on la garde à vie, pour qu'une nouvelle pandémie se développe. Or, les vaccins vont arriver pour l'essai chez l'homme au moment où il n'y aura plus de circulation de virus. Donc, pour un certain nombre de maladies qui sont citées ici, vous avez l'idée de préparer des vaccins et de les amener à la phase 1 chez l'homme, donc l'essai chez l'homme sain, pour... D'ailleurs, un vaccin se fait toujours chez l'homme sain, même en phase 2 et 3, mais on l'amène sur les phases de tolérance pour le vaccin, donc la phase 1, et on attend une pandémie pour passer en phase 2 et 3 d'efficacité pour tous ces virus. Et le virus sur lequel on a vraiment besoin d'avoir un vaccin efficace, c'est celui de la grippe. On sait faire des vaccins contre la grippe, mais ils sont adaptés à chaque fois à des souches qui circulent, et que vous savez que ce sont des souches saisonnières, et on adapte le vaccin chaque année. Le vaccin qu'on voudrait tous avoir, c'est un vaccin qu'on appelle pangrippal, qui traiterait toutes les souches connues et toutes les souches à venir, et qui serait basé sur des zones du génome et des protéines qui ne varient pas d'un virus à l'autre. Beaucoup d'équipes travaillent dessus, elles n'y sont toujours pas parvenues, mais là, on serait protégé contre la fameuse pandémie grippale qu'on redoute tous. Pour terminer, des plans de préparation, il y a des exercices de simulation qui ont été faits. L'exercice le plus célèbre, c'est celui qui s'appelait Dark Winter, qui a eu lieu aux États-Unis en 2001, où ils ont pris des anciens membres du gouvernement, des journalistes, et pendant 48 heures, ils ont mimé les différentes phases d'une épidémie, et ils se sont rendus compte que ce serait le foutoir complet si une pandémie arrivait, parce qu'il n'y avait aucune coordination possible dans les différentes chaînes du gouvernement, incapacité à augmenter des chaînes de production de vaccins, la communication désastreuse, les émeutes, l'armée arrive. Une fois de plus, ce n'est pas le nombre de morts qui sera le problème dans une pandémie comme celle-là, parce que ça peut rester sur quelques milliers, des choses qui finalement sont très proches de ce que on vit sur d'autres maladies au quotidien. Mais l'envie des populations d'être protégées, d'accéder à un vaccin, d'avoir un traitement, etc., va créer des désordres sociaux qui, dans ces exercices de simulation, vont extrêmement loin. Plus la nécessité pour les gouvernements de bloquer les transports, de dire aux gens, vous restez chez vous, vous télétravail, le machin, le truc, et la société s'arrête. Donc on n'est pas prêt. La grippe de 2009 aurait dû être un exercice. Vous savez qu'on était monté assez loin avec les plans de préparation. Malheureusement, les échelles utilisées par l'OMS de pandémie tenaient compte de la propagation du virus, mais pas de sa virulence. Et du coup, tout le monde rigolait un petit peu quand on passait en stade 5. Et on disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a un stade possible plus loin? Et on avait un virus qui n'était absolument pas inquiétant. Donc chacun y a joué de son jeu au sein du gouvernement, on transfère les responsabilités. Mais tout de suite, quand on dit au ministère de l'Intérieur, c'est plus vous, c'est le ministère de la Défense, et que les fonctionnaires doivent apprendre à se mettre sous les ordres des petits voisins, etc., et qu'ils n'ont pas l'habitude, très vite, on se rend compte que les systèmes s'enrayent. Alors, si la maladie avait été vraiment sévère, peut-être que les gens seraient un peu plus rentrés dans les clous, mais on peut dire que sur l'exercice qui a eu lieu, ça a été plutôt la cacophonie. Les Anglais sont ceux qui se débrouillent le mieux. Ils ont un groupe qui s'appelle Cobra, qui
est un groupe interministériel et qui survit au gouvernement et au Premier ministre anglais. Et c'est le même qui gère toutes les crises depuis une quinzaine d'années. Donc ils se connaissent et ils n'ont pas déjà... il y a une relation de confiance qui s'établit d'une crise sur l'autre et ils n'ont pas recommencé à zéro à chaque crise. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on s'en inspire. Et je termine avec cette diapo pour vous dire que les temps ont changé. Et là, on est dans l'hiver 69-70, en réanimation à Lyon. Et c'est un externe qui raconte, et ça c'est publié en énième page de Libération, c'est un petit quart de page, 8e page de Libération. On n'avait pas le temps de sortir les morts, on les entassait dans une salle au fond du service en réanimation, on les évacuait quand on pouvait dans la journée le soir, etc. etc. Voilà. Imaginez aujourd'hui ce qu'une telle situation donnerait quand on voit à quel point les médias sont sur le pied de guerre dès qu'il y a un virus. Pierre Della Monica est devenu depuis professeur de maladies infectieuses, mais il avait écrit ça quand il était externe. Et vous voyez qu'à l'époque, en 69-70, il y avait eu 46 000 morts en France, dont 25% chez les moins de 65 ans, donc 10 000 morts à peu près chez les moins de 65 ans. Et ça, bon, ça n'avait pas beaucoup marqué les esprits. Aujourd'hui, ce serait une toute autre histoire. Je vous remercie.